Ma première nuit en tant que nounou intérimaire, on m'a placé devant l'enfant prodige de la famille la plus riche de Paris et on m'a ordonné de ne pas le toucher. 3 neuropédiatres renommés avaient déjà rendu leur verdict. Troubles neurologiques rares. L'enfant pleurait depuis 48 heures, refusait son lait, était incapable de dormir et sursautait toutes les quelques minutes. Il devait être transféré immédiatement dans une unité spécialisée. Sa mère, Éléonore, était en larmes. Son grand-père, Monsieur Henri, frappait le sol en marbre de sa canne. Son père, Alexandre, signait les papiers de l'hôpital les mains tremblantes. Et moi, une nounou avec 45 € en poche et des chaussures de chez Tati qui me pinçaient les orteils, je me tenais dans un coin avec une seule idée en tête. Merveilleux. Premier jour de travail et je vais être renvoyé avant même qu'il ne retienne mon prénom. C'est alors que le bébé ouvrit ses yeux injectés de sang, me fixa droit dans les yeux, et une voix explosa dans ma tête. Troubles neurologiques rares. Ma grande, j'ai 7 jours, je ne suis pas un prince maudit. Mon bonnet a plié mon oreille comme une enveloppe. Cette machine à son blanc ressemble à un aspirateur en colère. Et que quelqu'un réchauffe mon lait correctement avant que je ne dépose une plainte officielle auprès du ciel. Je me suis figée. Le bébé me fixa encore plus intensément. Oui, toi. Celle avec les chaussures bon marché mais des yeux fonctionnels. Viens ici avant que ces adultes hors de prix ne m'expédient à l'hôpital parce que personne dans cet hôtel particulier ne sait comment mettre un bonnet. Personne d'autre n'entendit quoi que ce soit. Seulement moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris 2 choses. Premièrement, j'avais soit perdu la tête, soit gagné la capacité d'entendre ce que les bébés pensaient réellement. Deuxièmement, si ce bébé avait raison, alors les meilleurs médecins de la capitale avaient passé 2 jours à chercher une maladie alors que le petit héritier de la famille de Beaumont hurlait à cause d'un bonnet mal mis, d'une machine à bruit terrible et d'un biberon de lait froid. J'ai pris une inspiration et j'ai fait un pas en avant. « Excusez-moi », ai-je dit. Puis-je vérifier le bonnet du bébé ? Tout le monde s'est tourné vers moi comme si je venais de demander de pratiquer une chirurgie sur l'héritier familial avec une cuillère à soupe. Le bébé soupira dans ma tête. Enfin, l'employé précaire a plus de bon sens que le conseil des gens très chers. La pièce devint glaciale. Un médecin regarda par-dessus ses lunettes. Madame Morel, la gouvernante en chef, émit un petit bruit d'étouffement à mes côtés. Éléonore de Beaumont leva son visage baigné de larmes de dessus le berceau. Alexandre de Beaumont s'arrêta de signer les papiers de transfert. La canne du vieux monsieur Henri frappa le sol une fois. « Qui êtes-vous » ? Margot Laurent. Nounou de nuit temporaire de l'agence. La bouche du médecin se pinça. Cet enfant est en détresse neurologique. Ce n'est pas le moment pour les suppositions du personnel. Gabriel hurla. Pas dans ma tête cette fois. À haute voix. Son petit corps sursauta de nouveau et Éléonore poussa un cri déchirant. Dans ma tête, le bébé rugit. Ne recule pas, chaussure bon marché. Mon oreille est en train de devenir un origami. J'ai serré mon sac en toile jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Donnez-moi 1 minute. Si j'ai tort, je partirai sans être payée. Madame Morel siffla. Margot. Je l'ignorais. Le vieux monsieur Henri me fixa, le regard vif sous ses sourcils blancs. 1 minute. Le médecin recula avec la dignité offensée d'un homme dont la facture comportait probablement beaucoup de zéros. Je me suis approché du berceau. Gabriel était rouge, en sueur, furieux et tout petit. Un bonnet de créateur en cachemire était posé sur sa tête, brodé à ses initiales. C'était adorable. Cela pliait aussi son oreille droite vers l'avant sous la couture. J'ai délicatement soulevé le bord. La pensée de Gabriel me frappa avec un soulagement royal. Ah, mon oreille est revenue à la nation. Son oreille était rouge et aplatie. Éléonore eut un hoquet de surprise. Oh mon Dieu! J'ai retiré le bonnet complètement et je l'ai posé sur la table. Puis j'ai regardé la machine à son à côté du berceau. Elle était réglée sur vagues de l'océan, mais cela ressemblait moins à de l'eau qu'à un monstre respirant dans un coquillage. J'ai baissé le volume jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'un murmure. Les yeux de Gabriel clignèrent plus lentement.
Excellent. L'aspirateur en colère a battu en retraite. Le biberon, demandai-je. Puis-je? Une domestique m'entendit. Trop frais. Pas dangereux, juste misérable pour un bébé déjà enragé par la torture des oreilles et la violence océanique factice. Réchauffez-le correctement, s'il vous plaît. Pas brûlant, juste tiède. Le médecin croisa les bras. L'enfant a rejeté 6 biberons. Il a rejeté 6 biberons froids alors qu'il portait un bonnet de punition. Quelqu'un toussa. Peut-être que le bébé n'avait pas dit cette dernière partie à voix haute, mais apparemment je l'avais fait. Madame Morel semblait prête à s'évanouir. J'ai ajusté l'emmaillotage de Gabriel. Une épaule avait été serrée trop fort, aggravant son réflexe de Moreau chaque fois qu'il essayait de se calmer. Je l'ai desserré, j'ai bordé la couverture plus doucement et je l'ai soulevé à 2 mains. Il se raidit une fois, puis soupira. Dans ma tête, sa voix devint grandiose et épuisée. Enfin, une servante avec des mains. Dis à maman d'arrêter de pleurer. Je ne suis pas en train de mourir. Je suis juste importunée. Éléonore couvrit sa bouche. Je la regardai. Souhaitez-vous le tenir pendant qu'il mange? Je ne sais pas s'il veut de moi. Cette phrase fit plus mal qu'elle ne l'aurait dû. J'avais travaillé dans assez de pouponnières pour savoir que les jeunes mères pouvaient ressembler à des reines dans des déshabillés en soie et se sentir malgré tout comme des ratées dans l'obscurité. Il veut de vous. Je n'avais aucune idée de comment expliquer que je le savais. J'ai simplement placé Gabriel contre sa poitrine, guidé son bras et tenu le biberon près de sa bouche. Quand la domestique revint avec le lait tiède, il se jeta dessus. Il but. La pièce entière cessa de respirer. Les petits poings de Gabriel se desserrèrent. Température acceptable. Donner une promotion à cette femme. Rétrograder le bonnet. Éléonore éclata en sanglots. Pas de panique cette fois. De soulagement. Alexandre lâcha le stylo. Les papiers de l'hôpital glissèrent de la table sur le sol en marbre. Le vieux monsieur Henri s'approcha, sa canne silencieuse désormais. Le médecin fixait la scène comme si les lois de la médecine l'avaient personnellement insulté. Je gardai mes yeux sur Gabriel. Il but la moitié du biberon, fit un petit rot, puis s'endormit contre sa mère avec la dignité offensée d'un prince se remettant d'une trahison. Personne ne bougea pendant un long moment. Puis le vieux monsieur Henri se tourna vers moi. Votre nom encore une fois. Margot Laurent. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la nounou exclusive de Gabriel. Mon cœur bondit si fort que j'ai failli lâcher le biberon. Monsieur, triplez le tarif de l'agence. Chambre à côté de la nurserie. Madame Morel organisera les uniformes, les repas et tout ce dont vous aurez besoin. Gabriel s'agita contre Éléonore. Bien. Ma personne reste. Que quelqu'un lui apporte de meilleures chaussures. Je ne peux pas avoir un personnel qui boite. J'ai regardé mes chaussures bon marché. Celle de gauche me pinçait depuis midi. J'ai failli rire mais j'ai dégluti parce que la famille la plus riche de la ville semblait encore hésiter entre m'adorer ou me tester pour sorcellerie. Le visage de Madame Morel était figé, mais elle s'inclina. Bien monsieur. Alexandre me regarda enfin. Pas chaleureusement. Pas encore, mais comme si j'étais devenu un problème qu'il devait comprendre. Qu'avez-vous vu? Une oreille pliée, un bruit fort, un emmaillotage serré, du lait froid. C'est tout. J'ai regardé Gabriel enfin endormi. C'était suffisant. Pour la première fois de la nuit, Éléonore sourit. Un sourire petit, tremblant, réel. La pensée de Gabriel traversa mon esprit. Somnolente et arrogante. Le conseil des gens chers a été vaincu par la conscience du bonnet. L'histoire s'en souviendra. C'est ainsi que je suis devenue la nounou de Gabriel de Beaumont. Au matin, 3 choses avaient changé. Premièrement, mes pieds étaient dans des chaussures neuves et souples. Deuxièmement, mon compte bancaire avait reçu un virement si important que j'ai ouvert et fermé l'application 5 fois. Troisièmement, Gabriel de Beaumont avait décidé que j'étais son gouvernement personnel. Au moment où je suis entrée dans la nurserie après le petit déjeuner, ses yeux s'ouvrirent. Margot, bien.
L'homme grand et sérieux me tient comme un dossier fiscal. S'il te plaît, règle ça. Alexandre se tenait près du berceau avec Gabriel dans les bras, l'air plus impuissant qu'un milliardaire n'en avait le droit. Je pense qu'il ne m'aime pas. Gabriel fronça les sourcils de tout son visage. Je n'aime pas être équilibré comme un bagage instable. Soutenez davantage sa tête et rapprochez-le de votre poitrine. Alexandre obéit immédiatement. Gabriel réfléchit. Mieux. Il apprend lentement, mais la mâchoire est solide. Je vais permettre à la paternité de continuer. Je me suis mordu l'intérieur de la joue. Alexandre baissa les yeux. Il cessa de froncer les sourcils. Les bébés aiment être tenus fermement. Madame Morel se tenait près de la porte, m'observant comme si j'allais soudainement l'éviter. Elle était la gouvernante en chef depuis 30 ans. Elle n'aimait pas les miracles. Les miracles faisaient paraître les professionnels négligents. Pourtant, quand Gabriel finit son biberon sans hurler, elle marmonna. Bonne observation de Madame Morel. C'était une ovation debout. La vie avec Gabriel devint un théâtre privé ridicule. Il détestait les lumières trop vives. Pourquoi le plafond m'attaquait-il? Il détestait les matelas à langer froid. Mon dos a touché l'hiver. Il détestait une couverture bleue parce que l'étiquette lui grattait le cou. Je suis un bébé, pas un coussin décoratif. Retirez le petit couteau. Il détestait les adultes qui se penchaient trop près et faisaient des visages exagérés. Pourquoi les grandes personnes pensent-elles que loucher améliore la communication? Il détestait qu'on lui dise chut par des gens qui étaient plus bruyants que lui. Pourquoi les adultes disent-ils chut tout en étant les meubles les plus bruyants de la pièce? Il aimait le lait tiède, les battements de cœur d'Éléonore, les fredonnements doux et un lapin en peluche ridicule avec une oreille plus longue que l'autre. Le lapin comprend l'injustice. Éléonore commença à passer plus de temps dans la nurserie. Au début, elle restait près de la porte comme si elle attendait que quelqu'un lui dise qu'elle s'y prenait mal. Béatrice de Beaumont faisait souvent cela. Elle vint nous voir le 3e jour. Tailleur élégant, boucles d'oreilles en perles, cheveux parfaits, parfum coûteux qui entrait dans la nurserie 10 secondes avant elle. Gabriel se réveilla aussitôt. La femme aux fleurs artificielles est de retour. Pourquoi sent-elle comme un jardin prétendant être un couteau? J'ai failli lâcher la couverture pliée. Béatrice sourit à Éléonore. Tu as meilleure mine aujourd'hui. Le repos doit t'aider. C'est bien que Gabriel et Margot maintenant. Certaines mères sont simplement trop anxieuses au début. Les épaules d'Éléonore se crispèrent. Alexandre n'était pas là. Le vieux monsieur Henri était en réunion. Madame Morel était descendue. Seulement moi. Béatrice se pencha sur le berceau. Bonjour, précieux petit garçon. L'esprit de Gabriel recula. Elle me tapote la tête comme si elle vérifiait un fruit au marché. Il commença à s'agiter. Béatrice soupira doucement. Tu vois, pauvre chérie. Il ressent la tension. Le visage d'Éléonore pâlit. Je n'étais pas. Je me suis interposée entre Béatrice et le berceau avant d'avoir pu y réfléchir. L'heure de sa sieste est arrivée. Béatrice me regarda. Son sourire resta. Pas ses yeux. Bien sûr, vous êtes très attentive. Merci. Espérons que cela continue. Elle quitta la nurserie avec son parfum et son avertissement. Gabriel grogna. Note ça, Margot. Couteau à fleurs suspect. Je l'ai fait. Pas en ces termes exacts, mais assez proches. Ma réputation en dehors du domaine des Beaumont commença avec Madame Alby et son petit empereur affamé. Madame Alby arriva chez les Beaumont les yeux gonflés et avec un bébé de 2 mois qui refusait le lait. Les médecins avaient parlé d'allergie, de reflux, de formules et de tests. Madame Alby serrait l'enfant comme s'il pouvait s'évaporer. J'ai entendu dire que vous remarquiez des choses. C'est ainsi que les gens riches appelaient les miracles quand ils ne voulaient pas avoir l'air désespérés. Le bébé s'agitait. Je ne suis pas allergique. Je suis épuisée. La tétine de ce biberon est trop lente. Je fais des exercices de mâchoire comme un requin à la retraite. Je l'ai fixé.
Il me fixa en retour. Sa petite bouche travaillait furieusement autour du biberon. Regarde-moi. Je me bats pour chaque goutte. À ce rythme, j'aurais fini le petit déjeuner à l'université. J'ai demandé à voir la boîte des biberons. Madame Albi semblait confuse, mais me l'attendit. Le débit était trop lent pour lui. Il s'énervait, avalait de l'air, puis pleurait avant d'avoir eu assez de lait. Cela ne résoudra peut-être pas tout, mais essayez le niveau de débit suivant et faites-lui faire des pauses souvent. Le médecin présent dans la pièce semblait sceptique. Madame Albi semblait prête à essayer la sorcellerie si je le lui suggérais. 5 minutes plus tard, le bébé but. Ses yeux se révulsèrent de satisfaction. Enfin, du lait avec un système de livraison raisonnable. Madame Albi pleura si fort que son mari dut s'asseoir avec elle. J'ai tapoté son épaule. Continuez tout de même le suivi avec votre médecin si les problèmes d'alimentation reviennent. Mais pour l'instant, je pense qu'il était juste fatigué de se battre contre le biberon. Elle acquiesça, riant à travers ses larmes. Vous l'avez compris. J'ai regardé le bébé. Il fit un roc comme un petit roi ivre. J'avais des indices. Après cela, il y eut le bébé aux lingettes froides. Un père apporta l'enfant lui-même, rouge de colère et offensé parce que sa fille hurlait à chaque changement de couche. Elle fait du cinéma. Le bébé le fusilla du regard depuis la table à langer. Lingette gelée. Gelée. Comment te sentirais-tu si quelqu'un mettait de la neige sur ton derrière royal à 3 heures du matin? J'ai pris une lingette dans le distributeur. Assez froide pour réveiller les morts. J'ai fixé le père. Il me fixa en retour. Réchauffer les lingettes, vérifier sa peau et arrêter de dire qu'un bébé fait du cinéma quand il exprime une plainte valable. La pensée du bébé vint, arrogante. Enfin, une représentation juridique. Le père eut l'air assez honteux pour réchauffer chaque lingette de la ville à la main. Puis vint le bébé qui ne souriait jamais. Sa mère arriva avec 2 assistantes, 3 sacs de jouets, un projecteur de lumière portable et l'expression d'une femme à 2 doigts de s'effondrer. Elle ne sourit jamais. Sa voix tremblait. Tout le monde dit que les bébés sourient à cet âge. Nous avons acheté tous les kits de stimulation recommandés. Carte musicale, carte de contraste, miroir, lumière. Ma belle-mère dit que c'est peut-être parce qu'elle n'aime pas ma voix. Le bébé était assis dans son siège, les yeux ronds et profondément impassibles. Une assistante se pencha sur elle. « Bonjour, princesse. » Qui est une petite fille souriante. Qui est une petite princesse toute souriante. La pensée du bébé me frappa comme un minuscule décret royal. Chaque fois que quelqu'un se penche sur moi, il devient une grenouille hurlante. Je ne vais pas sourire à ça. La deuxième assistante secoua un hochet en forme de lune dorée. Les yeux du bébé s'agrandirent. Ah, l'arme brillante est de retour. La mère prit le bébé et essaya une voix aiguë et perçante. Coucou, ma chérie. Maman t'aime. Fais un sourire à maman. La lèvre inférieure du bébé trembla. Je connais la vraie voix de ma mère. Pourquoi continue-t-elle d'utiliser cette voix aiguë et fausse? Rendez-moi ma mère normale. Ma poitrine se serra. Est-ce que tout le monde peut reculer? Les assistantes parurent offensées. La mère semblait désespérée. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Non. Vous essayez trop fort parce que tout le monde vous a fait peur. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. J'ai baissé les lumières, éteint le jouet musical, retiré le hochet luné, je lui ai demandé de s'asseoir sur le canapé, de la tenir tout contre elle. Ne faites pas de performance. Parlez-lui simplement comme vous le feriez si personne ne regardait. La mère déglutit. Au début, elle semblait perdue sans sa voix de bébé. Puis elle tint sa fille contre sa poitrine et chuchota d'une voix basse, fatiguée, réelle. Je ne sais pas ce que je fais, mon petit amour. Mais je suis là. J'essaie. Le bébé s'immobilisa. La voilà. Ma mère normale. Bien mieux. La mère laissa échapper un rire tremblant. Le bébé leva les yeux. Sa bouche s'ouvrit. Un minuscule sourire apparut.
Pas immense. Pas pour les assistantes. Pas pour les jouets coûteux éparpillés sur le tapis. Pour sa mère. La femme émit un son comme si quelque chose à l'intérieur d'elle s'était débloqué. Elle a souri. Oui. Elle m'a souri. Votre bébé n'avait pas besoin d'un spectacle. Elle avait besoin de vous. Elle pleura dans les cheveux doux de sa fille tandis que le bébé pensait, très satisfaite d'elle-même. Excellent. Maman a arrêté d'être un dauphin. Nous pouvons continuer. Ce cas se répandit plus vite que celui du biberon. À la fin de la semaine, mon téléphone était devenu une ligne d'urgence pour mère fortunée. Quelqu'un m'appela la traductrice de bébé dans une discussion de groupe. Quelqu'un d'autre écrivit. Elle a résolu en 10 minutes ce que 3 experts ont manqué. Un autre envoya un message à 2 heures du matin. Mon bébé me déteste ou déteste mon lustre. S'il vous plaît, conseillez-moi. Gabrielle désapprouvait cette attention seulement quand elle m'éloignait de lui. Ma personne devient célèbre. Je le permets, mais seulement si elle se souvient de qui l'a découverte en premier. Je ne suis pas un objet de musée, Gabrielle. Il donna un coup de pied. Incorrect. Tu es mon personnel. Les cas continuaient d'affluer. Un bébé qui détestait un protège-matelas bruyant. Ce lit ressemble à un sachet de chips en pleine dépression nerveuse. J'ai retiré la couche imperméable et je l'ai remplacée par une plus silencieuse. Le bébé s'endormit avant que la mère n'ait fini de s'excuser auprès du berceau. Un bébé qui hurlait dans une poussette de luxe parce que les sangles pinçaient. Je suis un bébé, pas une valise. Desserrer la sangle. Le père fixa la poussette à 5 000 € comme si elle avait trahi sa lignée. Un bébé qui pleurait sous une lampe de nurserie qui vacillait. La lampe cligne. Les adultes clignent. Personne ne fait le lien entre les clignotements. Tragique. Un bébé qui giflait chaque adulte qui l'attrapait en plein jeu. J'ai dit non avec ma main parce que ma bouche ne dit que bah. Et mon préféré, un bébé qui refusait de faire la sieste parce que le mobile au-dessus de son berceau avait une girafe de travers. Cette girafe m'observe depuis 3 jours. Je n'ai pas confiance en son cou. J'ai retourné la girafe. Le bébé la fixa. Acceptable. Elle peut vivre. Il s'endormit en 2 minutes. Sa mère chuchota. Nous avons engagé un consultant en sommeil pour 5 000 €. J'ai regardé la girafe. La girafe avait l'air innocente. La dernière pensée du bébé avant le sommeil était satisfaite. Justice. Puis vint le bébé de la télévision bruyante. La famille jurait que le bébé pleurait tous les soirs à 20 h pile. Les coliques, déclara la grand-mère. L'heure des sorcières, insista le père. Mal de ventre, chuchota la mère, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis le printemps. Le bébé était allongé dans son berceau avec un visage plein d'une rage ancienne. Chaque soir, le mur commence à exploser. La télévision de mon père mène une guerre contre mes oreilles. J'ai jeté un coup d'œil au mur. Que se passe-t-il à côté à 20 h? Le père cligna des yeux. Rien. La mère le regarda. Tes films. Son visage changea. Ils ne sont pas si forts que ça. À ce moment précis, une explosion étouffée retentit à travers le mur. Tout le corps du bébé sursauta. Le tonnerre se réveille. J'ai déposé de nombreuses plaintes. Personne ne lit les dossiers des bébés. J'ai fixé le père. Il fixa le mur, puis le bébé, puis son système de sonorisation très coûteux visible à travers la porte ouverte de la pièce d'à côté. Il ressemblait à un homme découvrant qu'il était le méchant dans un très petit tribunal. Cette nuit-là, il porta des écouteurs. Le bébé dormit. À 21 h, la mère m'envoya une vidéo de son mari assis avec raideur devant la télévision avec des écouteurs géants, ne bougeant que les yeux pendant que le bébé ronflait paisiblement à côté. La légende disait. Vous avez sauvé mon mariage et peut-être sa télévision. Le bébé, endormi dans la vidéo, dégageait une victoire arrogante même à travers l'écran. La paix est revenue. Promouvez le silence. Bannissez les explosions. La nouvelle se répandit dans un monde que je n'avais vu que par les entrées de service.
Des femmes avec des chauffeurs privés et des cheveux parfaits commencèrent à m'appeler à toute heure. Certaines étaient gentilles, d'autres impolies, certaines essayaient de me réserver comme on achète un sac à main. L'une d'elles m'offrit un bracelet en diamant si je pouvais faire en sorte que ses jumeaux arrêtent de lutter contre le sommeil. Une autre envoya un chauffeur avec une corbeille de fruits si grande que j'ai cru que c'était une menace. Madame Morel inspecta la corbeille et renifla. Au moins, ils ont envoyé de bonnes poires. Venant d'elle, c'était un enthousiasme délirant. Le vieux monsieur Henri mit fin au pire comportement rapidement. Lors d'un dîner privé, il frappa sa canne une fois et regarda autour de la table 3 femmes qui avaient essayé de me coincer entre 2 plats. À partir d'aujourd'hui, quiconque demande de l'aide à Margot Laurent le fait avec respect. Quiconque cause des ennuis à Margot en cause à la famille de Beaumont. Gabriel, endormi dans un couffin à côté d'Éléonore, s'agita. Grand-père a parlé. Mon personnel est désormais officiel. Excellent. J'ai baissé la tête pour que personne ne me voie sourire. Cette nuit-là, Éléonore vint à la nurserie bien après que tout le monde soit parti. Elle se tenait près du berceau, les doigts s'entremêlant. Il se calme plus vite avec vous. Il me connaît. Il devrait me connaître. Sa voix se brisa. J'ai posé le pyjama plié. Il vous connaît. Éléonore secoua la tête. Tout le monde dit que je suis anxieuse. Béatrice dit que les bébés ressentent la faiblesse. Alexandre pense que si nous engageons assez d'experts, tout sera géré. Le vieux monsieur Henri aime Gabriel, mais il me regarde comme si j'allais le casser. Gabriel ouvrit un œil. Maman pleure encore. Que quelqu'un lui fasse un câlin. Je le ferai bien, mais mes bras sont des nouilles. Ma gorge se serra. Je me suis approchée du berceau et j'ai soulevé Gabriel doucement. Asseyez-vous. Éléonore s'assit dans le fauteuil à bascule comme si elle n'en avait pas le droit. J'ai placé Gabriel contre sa poitrine, ajusté ses mains, puis j'ai reculé. Ne faites pas de performance. N'essayez pas de le calmer parfaitement. Respirez simplement. Laissez-le vous entendre. Elle acquiesça, des larmes glissant sur son visage. Je suis désolée, murmura-t-elle à Gabriel. Je suis désolée. Je ne sais pas toujours ce dont tu as besoin. Les pensées de Gabriel s'adoucirent. Maman est chaude. Pourquoi maman s'excuse-t-elle tout en me faisant un câlin? Je ne peux même pas tenir ma tête droite et je sais déjà qu'elle fait de son mieux. Il s'arrêta de s'agiter. Ses joues se posèrent contre elle. Éléonore me regarda, stupéfaite. Il vous connaît, dis-je doucement. Il ne vous a jamais rejeté. Elle pleura plus fort, mais ses bras le tenaient plus fermement. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé que je ne faisais pas que traduire les bébés, je traduisais aussi des mères à qui on avait dit que leur peur était une faiblesse. Béatrice détestait cela. Son sourire s'aiguisait chaque fois qu'Éléonore gagnait en confiance. Ces rumeurs commencèrent doucement. Margot avait de la chance. Margot charmait les femmes anxieuses. Margot rendait les mères dépendantes des domestiques. Margot devenait trop importante dans la maison de Beaumont. Madame Morel m'avertit tout en pliant les couvertures de Gabriel. Ce monde vous louera d'une main et vous poussera de l'autre. Soyez prudente. Je suis toujours prudente. Non. Elle me lança un regard sec. Vous êtes courageuse. C'est moins pratique. Venant de Madame Morel, c'était de l'affection. Puis vint le bébé négligé. L'appel arriva d'une riche demeure à l'autre bout de la ville. La tante de l'enfant insistait sur le fait que l'enfant ne dormait pas, ne mangeait pas correctement et pleurait dès qu'il était tenu par le personnel. Quand je suis arrivée, la nurserie n'était pas une nurserie. C'était une pièce de débarras. Beau papier peint. Berceau coûteux. Aucune chaleur. Le bébé était allongé sous une couverture fine, les yeux ternes de fatigue. Sa pensée était faible. Nouvelle personne. S'il vous plaît, soyez la personne de la nourriture. Le dernier biberon est parti trop tôt. Mon estomac se ronge lui-même. Mon sourire disparut. Ce n'était pas une lingette froide ou une girafe de travers. J'ai vérifié le carnet de suivi. Trop propre.
Trop vide. Les biberons alignés sur le plateau ne correspondaient pas aux heures écrites. La pièce était fraîche. La couche du bébé aurait dû être changée depuis longtemps. La tante souriait derrière moi. Il est très difficile. J'ai soulevé le bébé. Il chercha mon épaule instantanément. Pas difficile. Affamé. Son sourire se figea. Nous suivons le programme. Non, vous suivez de la paperasse. Son visage se durcit. Vous n'êtes qu'une nounou. Oui, et lui est un bébé, pas un litige d'héritage. Le silence se brisa. En 1 heure, Éléonore avait contacté le père de l'enfant via le bureau du vieux monsieur Henri. Le soir même, le père arriva d'un voyage d'affaires et trouva son fils emmailloté contre ma poitrine, enfin nourri et endormi. Quand j'ai placé le bébé dans les bras de son père, le petit soupira. Cette grande personne chaude sent bon le familier, comme le grondement d'avant ma naissance. Le père s'effondra. La tante perdit son autorité cette nuit-là. Je ne suis pas restée pour les cris. J'en avais déjà assez vu. De retour au domaine des Beaumont, Gabriel me fusilla du regard depuis son berceau à mon retour. Tu m'as abandonné pour d'autres petits clients. Je suis trahi. De plus, l'adhésif de ma couche est trop serré. Règle ces 2 problèmes. J'ai ri si soudainement. Madame Morel leva les yeux. Longue journée. Très. Gabriel donna un coup de pied. Margot est pauvre mais demandée. J'approuve, mais pas pendant ma crise de couche. La comédie me permettait de rester saine d'esprit, mais plus je réussissais, plus les choses s'envenimaient à l'intérieur de la maison de Beaumont. Gabriel recommença à s'agiter à des moments étranges. Seulement après les visites de Béatrice. Une fois, son biberon sentait légèrement bizarre. Pas avarié, pas dangereux, juste différent. Il le refusa avec indignation. Le biberon sent bizarre. Pas mauvais, juste bizarre. Le couteau à fleur l'a touché. Une autre fois, la machine à son avait été remise au maximum. L'aspirateur en colère est revenu avec des renforts. Un autre matin, les notes de soins manuscrites d'Éléonore disparurent, et Béatrice mentionna délicatement au petit déjeuner qu'Éléonore semblait distraite. Maman n'a pas oublié. La femme aux fleurs artificielles a déplacé le papier. Le parfum de Béatrice commença à apparaître sur des couvertures qu'elle n'avait aucune raison de toucher. Gabriel se tortillait et éternuait contre l'épaule d'Éléonore. Elle sourit à maman comme un oreiller sur une bougie. Cette pensée me donna la chair de poule. Béatrice était prudente. Jamais assez pour paraître cruelle. Juste assez pour qu'Éléonore doute d'elle-même. Un biberon changé ici. Une note déplacée là. Une nounou junior informée d'une mauvaise heure de repas. Une machine à son poussé. Un murmure au petit déjeuner. Éléonore, peut-être devrais-tu dormir dans l'aile ce soir. Tu as l'air fragile. Un autre murmure à Alexandre. Elle l'aime, bien sûr. Mais l'amour et la compétence ne sont pas toujours la même chose. Le visage d'Éléonore s'affaissait un peu plus chaque fois. Je regardais Alexandre jeter des coups d'œil à sa femme, non pas cruellement, mais avec une inquiétude qui avait été soigneusement plantée. C'est alors que j'ai arrêté de me contenter d'écrire des notes. Je suis d'abord allé voir Éléonore. Quelqu'un interfère avec les soins de Gabriel. Ses doigts se serrèrent autour de sa tasse de thé. Béatrice. Je n'ai rien dit. Elle me regarda avec des yeux fatigués. Je pensais que j'étais paranoïaque. Non, je pense que vous étiez attentive. Nous en avons parlé à Alexandre ce soir-là. Au début, il se tenait près de la fenêtre, silencieux et sceptique. Béatrice fait partie de cette famille depuis des années. Tout comme les domestiques qui continuent de faire des erreurs après ses visites. Sa mâchoire se crispa. C'est une accusation. C'est une observation. Gabriel, à moitié endormi dans les bras d'Éléonore, pensa d'un air somnole. Papa est lent, beau, mais lent. J'ai avalé un sourire. Madame Morel me soutint sans ciller. Il y a des schémas récurrents. Alexandre la regarda, puis Éléonore. Pour une fois,
il vit sa peur non pas comme une faiblesse, mais comme un avertissement. De quoi avez-vous besoin? Des étiquettes, des registres d'accès, une caméra dans le couloir de la nurserie, le témoignage de Madame Morel, et laissons Béatrice penser que j'aide Madame Alby demain après-midi. Le vieux monsieur Henri, qui était entré au milieu de la conversation sans que personne ne le remarque, frappa sa canne une fois. Faites-le. Le piège était simple. Des étiquettes invisibles sur les biberons et les tétines. Une seconde copie des notes de soins d'Éléonore cachées dans le tiroir. Machine à son marqué. Registre d'alimentation vérifié. Caméra de couloir active. L'après-midi suivant, Béatrice vint. Je l'observais depuis la pièce attenante avec Éléonore, Alexandre, Madame Morel et le vieux monsieur Henri. Béatrice entra dans la nurserie dans une soie gris-perle. Gabrielle s'éveilla. Prise. Le couteau à fleurs a été pris. Que quelqu'un apporte des petits en cas de tribunal. Elle se pencha sur le berceau. Pauvre garçon. Toute cette confusion autour de toi. Puis elle bougea. Elle changea la tétine du biberon. Augmenta le volume de la machine à son. Déplaça les notes d'Éléonore dans un tiroir latéral. Quand une nounou junior entra, Béatrice sourit doucement. Madame de Beaumont oublie ces choses. Si quelqu'un demande, dites que c'était son instruction. Le visage d'Éléonore devint livide. La main d'Alexandre se ferma en un point. Nous sommes entrés. Béatrice se tourna. Son sourire ne vacilla même pas. Margot, je croyais que vous étiez sortie. Je suis revenue, à ce qu'il semble. La canne du vieux monsieur Henri frappa le sol. Béatrice le regarda, puis Alexandre, puis enfin Éléonore. Cela semble bien dramatique. Éléonore s'approcha du berceau et souleva Gabrielle avant que quiconque ne puisse le faire. Sa voix tremblait, mais elle ne se brisa pas. Tu ne protégeais pas mon fils. Tu le faisais souffrir pour que j'aie l'air inapte. La bouche de Béatrice se pinça. Éléonore, tu es épuisée. Non, je suis en colère. Gabrielle se calma contre sa poitrine. Maman est passée des pleurs au tonnerre. Excellent. Les yeux de Béatrice se tournèrent vers moi. Voilà ce qui arrive quand les domestiques sont traités comme la famille. Ils oublient leur place et commencent à s'inventer des ennemis. Mon estomac se noie. La canne du vieux monsieur Henri frappa une fois. La place de Margot est aux côtés de Gabrielle. La tienne est désormais en cours de révision. Le visage de Béatrice changea. Ce n'est qu'alors qu'Alexandre posa le biberon marqué sur la table. Madame Morel ouvrit le registre. J'ai affiché la caméra du couloir sur la tablette. Un par un, les petits actes silencieux devinrent un schéma trop clair pour être atténué. Biberon changé. Notes changées. Réglages sonores changés. Instructions au personnel. Message aux mères suggérant qu'Éléonore était instable et que je prenais le contrôle de la nurserie. Madame Morel s'avança, la voix nette. J'ai été témoin de 3 mauvaises instructions données au nom de Madame de Beaumont. Elle ne venait pas de Madame de Beaumont. Béatrice la regarda avec une haine déguisée en surprise. Vous deux. Madame Morel ne sia pas. Je sers l'enfant, pas votre orgueil. La pensée de Gabrielle explosa de joie. La femme Morel a dégainé le chignon gris de la justice. J'ai failli m'étouffer. Béatrice essaya un dernier sourire. Alexandre, sûrement tu comprends. Éléonore se noyait. Je protégeais la famille. Alexandre regarda sa femme, puis son fils, calme dans ses bras. Puis Béatrice. Non, tu faisais en sorte que ma femme paraisse inapte pour pouvoir te tenir plus près de mon fils. Les mots tombèrent lourdement. Les yeux d'Éléonore se remplirent d'eau. Alexandre se tourna vers elle devant tout le monde. J'aurais dû écouter plus tôt. Béatrice devint pâle. Des excuses publiques n'étaient pas dans son plan. La voix du vieux monsieur Henri résonna dans la nurserie. Vous quitterez cette maison ce soir. Votre rôle au conseil de la Fondation pour l'enfance est suspendu. Votre accès à Gabrielle est supprimé. Tout membre du personnel qui suivra vos instructions après ce moment partira avec vous.
Le visage de Béatrice s'endurcit. Vous regretterez de m'avoir humiliée. Éléonore tint Gabriel plus près. Non, je regrette de t'avoir laissé me faire douter de moi-même. Cela blessa Béatrice plus que l'ordre d'Alexandre parce qu'Éléonore était censée être la faible. La sécurité escorta Béatrice par le couloir latéral où aucun invité ne pouvait admirer sa sortie. Elle marcha droit, le menton haut. Gabriel regarda avec un mépris somnole. Elle marche comme une reine, mais elle sent la panique. J'ai fait l'erreur de rire. Tout le monde se tourna vers moi. Je toussai. Désolé. La bouche de Madame Morel tressaillit. Le vieux monsieur Henri fit semblant de ne pas remarquer. La chute de Béatrice fut silencieuse au début, puis bruyante. Les mères qu'elle avait influencées cessèrent de répondre à ses appels. Le conseil de la fondation la révoqua après la parution des déclarations du personnel. Les familles qui avaient répété ces rumeurs envoyèrent des excuses maladroites à Éléonore et des fleurs coûteuses pour moi. Une mère vint en personne. J'ai cru Béatrice quand elle a dit qu'Éléonore était instable. J'ai honte. Éléonore regarda Gabriel, puis elle. Moi aussi, mais j'ai fini de laisser la honte élever mon enfant. La femme baissa la tête. Je préférais les excuses aux fleurs. Les fleurs me faisaient éternuer. Alexandre changea aussi. Pas d'un coup. Les hommes comme lui ne se transforment pas du jour au lendemain, mais il commença à venir à la nurserie sans paperasse à la main. Il apprit à tenir Gabriel correctement. Il regardait Éléonore nourrir leur fils avec quelque chose proche de l'admiration. Une nuit, Gabriel s'endormit dans les bras d'Éléonore pendant qu'Alexandre était assis à côté d'eux. Éléonore chuchota. Je pensais qu'il n'avait besoin que de Margot. Je secouai la tête. Non, il avait besoin de quelqu'un pour aider tout le monde à l'entendre, mais il connaît sa mère. La pensée somnolente de Gabriel était assez douce pour faire mal. Maman est là. Bien. Elle sent le lait et les câlins à la maison. Éléonore embrassa son front. Alexandre détourna le regard, mais pas avant que je ne voie ses yeux briller. Un mois plus tard, le vieux monsieur Henri me convoqua dans son bureau. Je suis entré en m'attendant à un changement d'horaire. Au lieu de cela, un dossier était posé sur le bureau. Margot Laurent, je veux que vous dirigiez un programme d'observation de la petite enfance sous le patronage des Beaumont. Éléonore supervisera le côté familial. Alexandre le financera. Vous serez consultante pour les foyers, formerez le personnel et aiderez les parents à qui on a dit que l'argent était la même chose que l'attention. J'ai écarquillé les yeux. Je suis une nounou. Vous êtes la seule personne que j'ai vue humilier 3 neuropédiatres avec un bonnet. C'était un très mauvais bonnet. C'en était un. J'ai regardé la page du salaire et j'ai presque oublié comment respirer. Gabriel sur le babyphone à côté du bureau du vieux monsieur Henri s'agita dans son berceau. Accepte évidemment. J'exige que ma personne ait un bureau respectable et des encas. J'ai serré les lèvres. Le vieux monsieur Henri leva un sourcil. Quelque chose d'amusant. Non monsieur. Menteuse, j'ai signé, puis j'ai paniqué cette nuit-là et j'ai fait la moitié de ma valise. Pas parce que je voulais partir, mais parce que pour les gens pauvres, les bonnes choses ressemblaient souvent à des pièges portant des vêtements propres. J'étais entrée dans cette maison avec 45 €. Je savais comment survivre en étant ignorée. Je ne savais pas comment survivre en étant indispensable. J'ai plié mon uniforme d'agence les mains tremblantes. Une petite voix entra dans ma tête depuis la nurserie d'à côté. Ne pars pas. Je me suis figée. Gabriel était réveillé. Les autres m'aiment parce que je suis l'héritier. Toi, tu as écouté quand je n'étais qu'un bébé avec une oreille douloureuse. Mes yeux brûlèrent. Je me suis assise sur le bord du lit. Éléonore apparut dans l'encadrement de la porte une minute plus tard, vêtue de son peignoir, les cheveux lâchés. J'ai cru t'entendre bouger. J'ai regardé la valise à moitié pleine. Lui aussi, apparemment. Elle ne demanda pas ce que je voulais dire. Éléonore avait appris que toute vérité n'avait pas besoin d'être nommée pour qu'on lui fasse confiance. Je ne sais pas comment vous faites. Elle entra dans la pièce,
mais chaque fois que personne ne comprend mon enfant, vous écoutez. Je ne suis pas comme vous tous. Non. Son sourire était fatigué et chaleureux. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. J'ai déballé la valise. La pensée de Gabriel vint avec arrogance. Bien. Crise résolue. Demain, nous discuterons de la politique des Ancas. Des mois plus tard, l'événement de la petite enfance des Beaumont remplit la grande salle de bal de mères, de bébés, de pères, d'infirmières, de nounous et d'assez de sacs à langer pour approvisionner un petit pays. Le bébé de Madame Alby dormait sur son épaule, buvant à un biberon avec ce que sa mère appelait fièrement le débit approuvé par le requin. Le bébé aux lingettes froides agita un poing vers moi comme un vieux camarade de bataille. Le bébé qui ne souriait jamais riait à la voix normale de sa mère tout en ignorant un piano miniature valant plus que ma première voiture. Le père de la télévision bruyante portait des écouteurs autour du cou comme une médaille de la honte. La famille du mobile girafe suspect envoya une carte de remerciement en forme de girafe. Le bébé négligé arriva dans les bras de son père, les joues pleines désormais, les yeux brillants. Quand j'ai touché son petit pied, sa pensée me parvint chaude et somnolente. Personne de la nourriture, personne de sécurité. Bonjour. J'ai dû détourner le regard une seconde. Madame Morel se tenait près de la table de démonstration de la nurserie, corrigeant l'emmaillotage d'une grand-mère milliardaire avec une précision terrifiante. Pas comme si on emballait un colis, comme si on tenait un bébé. Le vieux monsieur Henri était assis au premier rang avec sa canne sur les genoux, défiant quiconque de faire du bruit pendant le discours d'Éléonore. Éléonore se tenait sur scène tenant Gabrielle, calme et rayonnante d'une manière que je n'avais pas vue cette première nuit. Alexandre se tenait à ses côtés, une main derrière le dos de Gabrielle, le soutenant correctement. Progrès. Gabrielle regardait la foule avec un grand sérieux. Les petits clients se sont rassemblés. Mon empire s'étend. Éléonore me regarda. Voici Margot Laurent. Elle m'a appris qu'avant qu'un enfant puisse parler, quelqu'un doit encore savoir l'écouter. La salle applaudit. Puis Madame Alby se leva. Elle a résolu en 10 minutes ce que 3 consultations n'avaient pas réussi. Mais plus que cela, elle m'a dit d'arrêter d'avoir peur de mon propre bébé. La mère du bébé qui ne souriait pas souleva sa fille et rit à travers ses larmes. Elle m'a rendu ma vraie voix. Le père de la télévision bruyante leva une main. Elle a aussi sauvé mon fils de mes enceintes. Les gens rirent. La pensée de Gabriel vint solennellement. Accepte les applaudissements avec grâce. Tu me représentes. J'ai ri. Les applaudissements devinrent plus forts. J'ai pensé au bonnet, à l'horrible machine à son, au biberon froid, à mes chaussures qui pinçaient, à mes 45 €. À ma peur d'être renvoyée avant que quiconque ne retienne mon prénom. Puis j'ai pensé à tous les bébés qui avaient hurlé, non pas parce qu'ils étaient méchants ou brisés, mais parce que le monde était trop bruyant, trop froid, trop lumineux, trop dur, trop insouciant. J'ai pensé aux mères qui pleuraient parce que quelqu'un leur avait enfin dit qu'elles n'étaient pas des ratés. Et j'ai compris. La magie n'avait jamais été seulement la voix dans ma tête. C'était le choix de croire que même la plus petite personne dans la pièce valait la peine d'être écoutée. J'étais entré dans le domaine des Beaumont avec 45 €, des chaussures bon marché et aucun espoir de garder ce travail. Des mois plus tard, je quittais la nurserie avec un nom que chaque mère désespérée murmurait comme une prière. Je n'étais pas médecin. Je n'étais pas un miracle. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale mais souvent oubliée dans notre monde moderne obsédé par l'expertise et la performance. Nous vivons dans une société où l'on cherche des solutions médicales ou technologiques à des problèmes qui relèvent parfois simplement de l'empathie et de l'observation sensorielle. Le personnage de Margot ne possède pas seulement un don surnaturel, elle possède surtout ce que les autres ont perdu. La capacité de s'arrêter, d'observer et de se mettre à la place de l'autre, aussi petit soit-il. La leçon ici est double. D'abord pour les parents, le récit souligne que l'instinct et la connexion réelle valent bien plus que tous les gadgets coûteux ou les conseils d'experts si ces derniers nous déconnectent de notre enfant. Ensuite, pour nous tous, cela montre que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans son compte en banque ou ses diplômes, mais dans sa capacité à écouter ce que personne n'entend.
En changeant le contexte pour la France, on voit que cette pression sociale sur les jeunes mères et ce recours systématique aux spécialistes est un phénomène universel qui traverse les cultures. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où votre intuition ou un simple détail pratique a résolu un problème que les experts n'arrivaient pas à comprendre? Partagez vos expériences en commentaire, cela pourrait aider d'autres parents qui se sentent perdus aujourd'hui.